j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous allons voir ceci. Je vais commencer par celui-ci qui est un petit livre, une petite enquête détective, c'est Le Masque Gris. On est aux éditions 10-18. Alors ici, dans cette histoire, on va suivre le personnage de Charles qui va rentrer d'Angleterre après 4 ans d'absence pour en fait recevoir son héritage. Et il va se rendre dans le manoir familial qui est censé être vide évidemment, mais il constate que la porte est entrouverte. Il va entrer sans bruit et va découvrir que dans une des pièces de la maison, il y a une mystérieuse assemblée qui a lieu et le meneur de cette assemblée porte un masque gris. Charles va comprendre qu'ils sont occupés en fait à discuter de la possibilité de commettre un crime et il va décider d'appeler la police. Mais il va constater que parmi cette assemblée se trouve un visage familier, c'est celui de Margaret, son ancienne fiancée. Donc évidemment, il va changer ses plans et il va un petit peu plus essayer de voir ce qui se passe exactement, ce qui se trame exactement. Donc j'ai bien aimé cette histoire, c'est un petit livre, c'est un livre qui fait 280 pages si je me souviens bien, donc ça se lit assez vite. C'est assez fluide, on est ici dans une enquête. On est ici donc dans une ambiance policière en Angleterre. J'ai bien apprécié le style, j'ai bien apprécié cette lecture. C'est une enquête de Miss Maud Silver et cette dame est une enquêtrice, une détective et Charles va lui demander son aide dans cette affaire. J'ai bien aimé ce personnage, ça m'a un petit peu rappelé Miss Marple dans Agatha Christie. C'est une vieille fille qui aime tricoter mais qui est vraiment très observatrice et qui fait très bien son travail d'enquêteur, de détective bien évidemment. Elle est au courant de tout, elle s'implique dans l'affaire. Dans cette histoire par contre, elle n'est pas énormément présente, donc c'est pas elle qu'on va suivre tout le temps dans l'histoire, mais c'est bien le personnage de Charles et de Margaret et par moment il y aura des petites interactions de cette Miss, pas Miss Marple évidemment, Miss Maud Silver. Donc voilà, c'était une petite lecture agréable. J'ai bien aimé aussi le personnage de Margaret, qui est une femme intelligente, qui est indépendante, qui est loyale. C'est une histoire assez complexe, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'informations. Je ne me suis pas ennuyée du tout et j'ai passé un assez bon moment de lecture. Donc voici pour le premier. Je passe ensuite à celui-ci qui est Vis-à-vis de Peter Swanson. On est aux éditions ici Gallmeister. C'est un livre que j'avais vraiment hâte de découvrir. On est dans un thriller psychologique et j'avais hâte de me plonger dedans. Donc je l'ai terminé assez vite parce que ça se lit vraiment très bien. Alors au niveau de l'histoire, on va suivre Anne, Henrietta, qui est une illustratrice de talent, mais elle est bipolaire. Donc elle se sent bien actuellement parce qu'elle a un traitement efficace et aussi grâce à son mari, Lloyd, qui la soutient, qui est vraiment aux petits soins pour elle. Donc voilà, elle vit une période qui est assez agréable pour elle. Ils viennent d'emménager aussi dans une nouvelle maison. C'est une maison qui est proche de la ville de Boston, donc tout se passe assez bien de manière générale et ils vont rencontrer leurs voisins qui sont Mira et Matthew. Ils vont être invités chez eux et lors d'un dîner, Anne va donc remarquer un objet dans le bureau qui est une pièce vraiment exclusivement réservée à Matthew et elle se rappelle que cet objet est lié à un meurtre, au meurtre d'un jeune homme qui s'est passé il y a quelques années et dont le meurtrier n'a toujours pas été arrêté. Donc elle va évidemment vite comprendre que l'assassin en fait n'est autre que Matthew, son voisin. Ça c'est pour l'histoire. Après il y a plein de choses qui vont se passer évidemment, mais ça c'est au niveau du cadre. Et franchement j'ai adoré cette lecture, j'ai vraiment adoré du début à la fin. C'est un très très bon thriller psychologique. On est à fond dedans, les pages se tournent. C'est vraiment tenant, c'est assez pesant, c'est vraiment bien mené du début à la fin. On va suivre principalement en fait le personnage de Anne et aussi le personnage de Matthew évidemment. Anne dont le mari et la police vont un petit peu douter de la crédibilité à cause de sa maladie parce qu'elle va signaler qu'elle a vu cet objet d'abord à son mari qui n'est pas certain de la croire mais bon qui la soutient au départ et la police voilà, qui a un petit peu le même avis en se disant que peut-être qu'à cause de sa maladie elle n'est pas très sûre de ce qu'elle a vu et en plus voilà, c'est pas parce que cette personne a un objet que ça prouve directement que c'est le coupable. Donc
On va donc aussi suivre le personnage de Matthew et davantage le découvrir. Ça, c'était vraiment très chouette aussi. J'ai beaucoup apprécié qu'on passe du temps à découvrir ce personnage qui est donc l'assassin. C'est un roman qui fait assez froid dans le dos, j'avoue, quand on est occupé à le lire. Il y a une alternance vraiment très efficace entre des moments rythmés et des moments plus lents. Donc le rythme est vraiment très très bien mené. L'aspect psychologique, évidemment, est extrêmement développé, hein. C'est vraiment ici un thriller psychologique. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé. Tout est bien travaillé, il n'y a pas de choses qui sont laissées de côté. À la fin aussi, on a les explications. Il y a également plein de rebondissements, de surprises, de rebondissements à la fin qui, moi, m'ont scotché. J'étais vraiment surprise, je ne m'attendais pas à ça. Après, j'étais pas non plus dans essayer de comprendre absolument tout. Parce qu'ici, on est dans un livre où on sait directement qui est l'assassin. Donc, il n'y a pas une enquête où on est à la recherche de qui peut bien être l'assassin. Ici, on le sait tout de suite. Et en fait, on évolue avec l'histoire et on se dit, est-ce qu'il va se faire attraper? Est-ce qu'il ne va pas se faire attraper? Qu'est-ce qui va se passer avec le personnage de Anne? Enfin, on est plus dans une autre ambiance. Mais franchement, il y a des surprises jusqu'au bout. Il y a un petit dénouement final que voilà, moi j'ai pas vu venir, je l'ai pas senti venir. Donc c'était fait de manière très discrète, très bien agencée. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, c'était une excellente lecture. Je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que ce livre me restera sans doute en tête un bon moment. À présent, je passe à celui-ci qui est L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton aux éditions Bragelonne. Je pense que c'était ma lecture en cours de la semaine passée, ou alors j'allais le commencer, ou alors je l'avais un peu commencé, je ne sais plus. Bref, je l'ai terminé. On est ici donc dans un roman fantasy pour adultes. C'est pas un livre jeunesse ou un young adulte, on est dans un livre pour adultes. Et au niveau de cette histoire, on va être en fait dans un récit où il y a deux mondes qui existent. On a le royaume de l'ombre et la rive. Et seuls les passeurs ont le pouvoir de traverser en fait ces mondes. Et on va suivre le personnage de Enora. Enora qui est une jeune fille dont la famille vient justement d'être entièrement tuée sous ses yeux par un groupe d'assassins. Et elle va aussi apprendre, donc il y a déjà ce choc, toute sa famille se fait tuer. Et en plus, elle va apprendre à ce moment-là que elle est une passeuse. Et elle va devoir, du coup, pour sauver sa vie, parce que les assassins sont à sa recherche, elle va devoir traverser et se réfugier dans le royaume de l'ombre pour pas se faire rattraper et pas se faire tuer. Mais évidemment, dans le royaume de l'ombre, oui, c'est pas tout rose non plus, il y a quand même des dangers également. Elle va donc traverser et elle va être accompagnée par deux garçons pour l'aider, pour la soutenir dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau monde. Qui est complètement inconnu évidemment pour elle. Et dans ce monde, donc dans le royaume de l'ombre, elle va rencontrer Raven, qui est en fait une princesse rebelle qui avait disparu depuis des années. Elle avait quitté la capitale et en fait là, elle a décidé de revenir justement pour reprendre son héritage et reprendre le trône qui est censé lui revenir. Donc on va suivre ces deux personnages évidemment qui sont liés, dont le destin va être étroitement emmêlé. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Ça démarre tout de suite, on n'attend pas. On va d'abord commencer avec une petite partie de la vie de Raven et puis on va directement arriver avec le personnage d'Enora qui a justement les assassins qui débarquent et qui commencent à tuer toute sa famille. Et puis directement, elle va traverser et découvrir ses nouveaux pouvoirs, tout ce qui est lié évidemment à son héritage, à sa nouvelle vie, à sa famille. Donc il y a plein de choses qu'on va découvrir, qu'on va apprendre. C'était vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé. Ça se lit tout seul, c'est fluide. Et la thématique des mondes comme ça, parallèles, du fait de traverser le monde, c'est vraiment très bien fait. En général, moi j'apprécie cette thématique de base, mais ici c'était vraiment sympa, c'était vraiment bien amené. On a aussi les deux héroïnes qui sont donc Enora et Raven. Elles sont toutes les deux assez fortes, indépendantes, combatives. Elles sont ambitieuses, elles se laissent pas faire. Voilà, c'est des personnages assez forts, donc ça c'est agréable aussi.
Donc voilà, c'était vraiment un univers captivant. Il y a des luttes de pouvoir, il y a des complots, il y a du danger, il y a même un petit peu de dragon, mais c'est pas l'élément principal. Donc ne vous lancez pas dedans en vous disant ça va parler de dragon. Non, c'est pas ça du tout. On suit vraiment les deux héroïnes. Et ce qui est agréable aussi, c'est qu'on est vraiment emporté dans cette histoire jusqu'à la fin. Il y a aussi pas mal de surprises, pas mal de rebondissements. Tout est vraiment bien emmêlé. J'ai vraiment apprécié cet univers de fantasy. C'était vraiment agréable et j'ai passé une excellente lecture avec celui-ci. Je vais passer maintenant à deux BD que j'ai pu lire, le tome 1 et le tome 2 de Rose Écarlate. On est ici aux éditions Delcourt et c'est écrit par Patricia Lifung. J'ai découvert cette BD, donc j'ai lu le 1 et le 2 évidemment qui sont ici. Alors au niveau de cette histoire, on va suivre le personnage de Maud, qui est une jeune fille téméraire qui vit avec son père et elle aime bien combattre, donc elle se débrouille pas mal à l'épée. Et c'est cette même période qu'il y a un personnage qui s'appelle le renard, qui est un justicier qui vole les riches pour donner aux pauvres. Donc évidemment, ce justicier, il est recherché, sa tête est mise à prix par la garde royale et Maud lui voue un culte vraiment, et elle est même amoureuse de ce personnage qu'elle ne connaît même pas. Un jour, son père va être assassiné sous ses yeux et en fait, avant de mourir, il va lui confier la garde d'un très précieux livre apparemment. Il insiste vraiment là-dessus, donc elle doit vraiment le garder à l'abri. Et elle va aussi être du coup envoyée auprès de sa seule famille, son grand-père, qu'elle ne connaît pas. Donc à la base, on lui a caché cette partie de son passé, de sa famille. Elle a toujours vécu avec son père et il lui a jamais parlé de son grand-père. Mais ici, vu que son père n'est plus là, on l'envoie chez son grand-père qui n'est pas n'importe qui parce que c'est un comte. Donc l'entente va être assez compliquée. Parce que le grand-père, justement, il est assez froid, même plus que assez froid. Il est extrêmement froid quand elle arrive. Il n'est pas, il est pas chaleureux. En fait, ça faisait des années apparemment qu'il s'était brouillé avec son fils, donc il n'a jamais rencontré sa petite fille. Il la rencontre là et il reste très distant, très carré. Donc voilà, ça passe pas du tout avec la personnalité de Maud et elle va décider de prendre sa vie en main et décider aussi de rendre la justice parce que apparemment toutes les injustices dans le monde ça commence à lui peser et donc elle va également devenir une justicière et elle va se faire nommer la Rose Écarlate. Également, son but, c'est donc d'un côté assumer ce rôle de justicière qu'elle va débuter, mais aussi retrouver évidemment l'assassin de son père, l'homme qu'elle a vu lors de l'assassinat de son père. Elle va commencer une enquête, évidemment tout faire pour retrouver cet homme et pour lui faire payer. Alors, c'était deux tomes très sympas, j'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien accroché. C'est aventure, c'est sympathique, il y a des combats d'épée, tout ça. Ça fait penser un petit peu au dessin animé La Tulipe Noire, je pense que ça s'appelait il y a longtemps. Ça m'a rappelé un petit peu ce style, donc c'était assez familier, c'est sympa. Les dessins sont assez jolis, je vais vous montrer quelques petites planches. Hop, voilà, comme ceci. Donc c'est des dessins assez jolis, assez fins. Là encore comme ceci. Ça se lit assez vite aussi, hein. C'est une petite BD, il n'y a même pas 50 pages. Apparemment, il y a déjà beaucoup de tomes qui sont sortis parce que moi, je débute là. Mais ici, à la fin, on a tout ça. Donc, si je ne me trompe pas, il y en a quand même une petite dizaine qui sont déjà sortis. Du coup, je continuerai la série, mais à mon aise, hein, je ne compte pas tout acheter d'un coup. Je vais poursuivre, mais sur la longueur, on va dire. C'est pas une BD non plus prioritaire. Alors, autre lecture, c'est celui-ci. C'est Le Jardin de l'oubli de Clarisse Sabar aux éditions Charleston Poche. C'est un livre que j'ai terminé hier. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, je pense que je l'ai lu en 2 ou 3 jours et encore c'était des sessions de lecture assez courtes parce que je n'avais pas énormément de temps. Donc franchement ça se lit super vite.
parce qu'il y a quand même 500 pages, 520 pages, mais on ne les voit pas passer. En tout cas, moi, je ne les ai pas vues passer. J'avais jamais lu de livre de Clarisse Sabart, j'en avais entendu beaucoup parler, mais j'avais jamais sauté le pas. Et ici, c'était l'occasion, j'avais envie d'un petit livre voilà, différent, pas un thriller, pas du fantastique, pas de la fantaisie, bref. J'ai plongé dans celui-ci et franchement je suis assez contente parce que c'était bien, c'était pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Au niveau de l'histoire, en fait, on est sur une double temporalité. Donc d'un côté, on est ici au présent et on va suivre le personnage de Faustine. Faustine qui est une journaliste qui a eu un coup dur personnel, privé, il n'y a pas longtemps. Et du coup, elle décide d'un petit peu vivre sa vie au jour le jour, de ne pas se prendre la tête, de s'amuser. Elle est donc journaliste et son patron va l'envoyer dans un petit village, hein, c'était quoi? Dans l'arrière-pays niçois, pour écrire un article sur la Belle Époque. Et donc, par chance, en fait, elle a de la famille là-bas, mais de la famille très éloignée. Donc, elle a pas vraiment de contact avec cette dame qui est une de ses arrière-tantes. Oui, je pense que c'était ça. C'était, oui, sa grande-tante. Donc, arrière-tante. Sa grande-tante, qui propose évidemment de l'héberger. Comme ça, elle pourra faire son travail journalistique à son aise. Elle va se rendre sur place, hein, c'est un tout petit village où les gens sont nés là-bas et y ont toujours vécu principalement. Ça accroche super bien avec sa grande tante, c'est un personnage sympathique et tout. Elle commence à se faire des amis, elle rencontre des gens et en fait elle va tout à fait par hasard découvrir un personnage qui est un personnage familiale, hein, c'est une aïeule qui s'appelle Agathe. Et ce personnage de Agathe va vraiment l'intriguer elle va commencer un petit peu à interroger sa tante. On va lui en parler également dans le village. Elle va se rendre compte qu'en fait qu'il y a quelque chose à creuser parce que le personnage de Agathe était en fait amie. Elle avait une connaissance assez célèbre qui était la belle Otero, qui était une célèbre danseuse qui était très connue dans les années 1900, 1910, 1920, quelque chose comme ça. Elle se dit que ça pourrait être du coup intéressant pour son article d'amener un petit peu une autre facette, une autre thématique par rapport à la Belle Époque, vu que quasiment tout a été exploité aussi non sur cette époque. Elle veut venir avec un œil nouveau. Et donc elle commence un petit peu à se renseigner, va donc se plonger dans les secrets familiaux, mais en fait ce sont les secrets de sa propre famille. Donc on a cette double temporalité, d'abord avec Faustine, et puis par moment on va repartir dans le passé et en fait suivre le personnage de Agathe. Donc c'est assez bien fait. On a ces deux femmes, Faustine dans le présent, Agathe dans le passé, qui racontent leur histoire et c'était vraiment très bien fait. J'ai beaucoup apprécié. Donc évidemment, c'est une histoire de secrets, de famille. Il y aura également une petite romance qu'on voit venir à 1000 km, mais c'est la base dans ce genre de lecture. J'en ai pas lu beaucoup, mais évidemment, à chaque fois, il y aura également à chaque fois, il y a une petite romance, donc ça passe. Mais c'est pas le sujet principal de l'histoire. Donc ça, j'ai bien apprécié. Il y a des histoires d'amour, certes, mais on n'oublie pas l'objectif principal qui est vraiment de dénouer tout ce qu'il y a au niveau des secrets de famille, parce que dans cette famille, il y a vraiment eu des gros secrets. C'était très bien fait, j'ai beaucoup apprécié et j'ai adoré l'ambiance. Vraiment, parce que quand on était dans les années 1910-1920, je me suis vraiment revue comme dans le film Le château de ma mère, La gloire de mon père, parce qu'à un moment donné, il y a une propriété qui est privée, auquel évidemment les villageois, les gens du village n'ont pas accès. Et on va retrouver le personnage de Agathe, d'abord enfant, avec ses copains qui aimeraient bien justement pouvoir s'amuser dans le parc, dans le parc de cette propriété, mais qui n'y a pas accès. Moi, cette ambiance et cette scène aussi m'ont fort rappelé le château de ma mère. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce passage.
J'ai beaucoup apprécié cette lecture, vraiment. C'était très chouette. Et en plus, je l'ai lu super vite, hein, comme je vous ai dit, en 2 jours, je pense. Même pas 3, je crois que c'était 2. C'était fini, donc j'étais bien plongée dedans. On a envie d'y revenir. C'est assez addictif. Il y a pas mal de choses dedans, hein, parce qu'on a donc le secret de famille. On a la petite romance qui va revenir. Évidemment, on va en apprendre sur le personnage de Faustine, ce qui lui est arrivé évidemment précédemment. Il se passe aussi plein de choses dans le village. Ce qui apporte un plus aussi au niveau de cette histoire. J'ai trouvé ça vraiment très riche en fait. Très bien fait, très riche. On n'est pas perdu non plus parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, mais en plus comme on change d'époque, de temps à chaque fois, mais franchement on est bien guidé, je me suis pas perdue, j'ai vraiment apprécié du début à la fin. Je poursuivrai, je découvrirai sans doute du coup d'autres livres de cette autrice parce que j'ai beaucoup aimé sa plume et son style. Dernière lecture, c'est celui-ci, donc qui est un premier tome, c'est La guérisseuse de Zalindov, c'est de Lynette Noni et on est aux éditions Hachette. C'est un livre que j'avais acheté il n'y a pas longtemps, je pense que je vous en avais parlé, je sais plus. Bref, je l'ai acheté il n'y a vraiment pas longtemps et à peine rentrée, je l'ai commencé. J'aime beaucoup, j'ai adoré. En fait, c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur clairement. J'ai pris mon temps pour le lire parce que j'étais vraiment bien dedans. Ça fait très longtemps que j'ai plus lu un livre qui m'a fait passer autant d'émotions et autant de surprises. C'était vraiment super. Au niveau de l'histoire, tout d'abord, on va suivre le personnage de Kiva. Kiva, qui est une jeune fille, en fait, qui se trouve en prison, dans la prison de Zalindov, qui est une prison vraiment extrêmement stricte, sévère, enfin, il fait pas bon y vivre. Et elle est arrivée là il y a vraiment des années. Elle a été arrêtée avec son père étant petite, simplement parce que il y avait soupçon de contact avec des rebelles. Donc on est dans une ambiance où il ne fait pas bon vivre non plus dans la ville parce que le pouvoir, donc il y a un roi, il y a une reine, il y a une famille royale, mais apparemment ils sont menacés par une reine rebelle et du coup ils sont extrêmement stricts pour éviter tout ce qui est trahison, complot, mais du coup il y a plein de gens qui n'ont apparemment rien fait, qui se retrouvent en prison. Et donc Kiva, elle est en prison depuis longtemps, elle a réussi à survivre en fait, parce qu'on ne peut pas dire qu'on vit dans cette prison, elle a réussi à survivre, et étant donné que son père était médecin guérisseur et qu'il lui a appris comment faire, qu'il lui a appris tout ce qu'il faut savoir au niveau des plantes, etc., elle se retrouve au poste de guérisseuse dans la prison. Et tout ce qu'elle espère en fait, c'est pouvoir sortir rapidement de là parce que sa famille est en dehors de la prison, est libre et ils ont réussi à se faire passer des petits messages. Et les messages de sa famille, c'est principalement on va arriver. Donc elle patiente, elle essaye de survivre parce que voilà, il y a les dangers au niveau des prisonniers. Parce que dans la prison, il y a aussi des tueurs, des gens pas très recommandables, des personnes qui ont découpé leur famille et tout ça. Donc elle doit aussi faire gaffe et elle attend patiemment une seule chose, c'est de pouvoir sortir. Et à un moment donné, sa vie va être chamboulée parce qu'il y aura, comme habituellement, l'arrivée de nouveaux prisonniers. Parmi ces prisonniers, il va y avoir un homme qui aura un grand rôle à jouer dans cette histoire, mais ils vont également avoir l'arrivée d'une femme, une femme extrêmement blessée, qui est dans un état très très grave. Donc on la confie à Kiva en lui demandant de la soigner, de la maintenir en vie évidemment, et apparemment cette femme qui vient d'arriver, ce serait la reine rebelle. Donc tout est chamboulé dans la prison. Et cette reine rebelle, on doit la garder en vie tout simplement parce qu'elle a été condamnée à passer un supplice. Un supplice qui se fera avec différentes épreuves. Et
il n'a jamais été entendu en fait que quelqu'un ait pu survivre à ces différentes épreuves. Je m'arrête là pour le résumé. Après, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, mais je vais m'arrêter là parce que sinon, j'ai peur de trop vous donner d'informations, de trop vous en dire. Mais franchement, c'était excellent. Dans cette histoire, il y a vraiment de tout parce qu'il y a donc des épreuves vraiment sournoises. Il y a la présence de la magie. Il y a aussi des personnes qui ont des dons de guérison. Donc il y a magie et guérison. Il y a une famille royale. Il y a des rebelles qui veulent pas retourner, comment on dit renverser, qui veulent renverser le pouvoir. Il y a des surprises tout du long. Honnêtement, moi j'étais accrochée. Au début, ça se passe tranquille, on va suivre qui va. On va voir sa vie dans la prison, on va voir la difficulté que c'est, le fait de ne pas pouvoir non plus lier des liens d'amitié, évidemment, vu que dans une prison, déjà, en plus, les gens risquent de mourir parce que c'est une prison où il y a des travaux, évidemment, les prisonniers doivent travailler pour avoir à manger, etc. Donc les conditions sont vraiment extrêmement dures, il y a beaucoup de morts, c'est chacun pour soi, c'est vraiment très dur à ce niveau-là. Et puis on en apprend un petit peu plus sur elle, un petit peu plus sur son passé. On suit avec elle en attendant que sa famille vienne la chercher, mais sa famille au final elle n'arrive jamais. Et puis il y a plein de choses qui arrivent, vraiment énormément de choses qui arrivent. Moi à un moment donné, toutes les 10 pages, j'étais là en mode mais non, mais non. Il y a à chaque fois des découvertes aussi, la fin est extrêmement prenante. Je dirais que les 50 dernières pages, mais il se passe constamment quelque chose et constamment des choses que je n'avais pas vu venir. La fin, c'est un chamboulement incroyable. J'ai super hâte de lire le second tome, évidemment, parce qu'il y a un deuxième tome ici, avec la suite. Du coup, j'ai super hâte de le lire, mais franchement, j'ai adoré. J'étais à fond dedans. Ça fait vraiment ça fait un moment que j'avais pas été aussi prise dans une lecture, aussi happée dans ce roman. J'ai adoré. Vraiment, c'était génial. Ici, on a un petit mot de Sarah Gimas qui dit « Lynette Noni est une conteuse magistrale à lire absolument ». Et bien franchement, je suis tout à fait d'accord. C'est à lire absolument parce que c'est excellent. Vraiment, c'est excellent comme lecture. Je suis ravie d'avoir craqué, de l'avoir acheté déjà de une et ensuite de l'avoir lu tout de suite parce que franchement, ouais, je sais pas, je suis super emballée par cette lecture. Voilà, on a fait le tour pour les lectures faites. Maintenant, je vais vous parler des lectures qui sont en cours. Alors, j'ai commencé celui-ci qui est Symbiose. C'est un livre des éditions Inceptio. C'est écrit par Camille Salomon. Et je suis à une centaine de pages, donc je viens juste de le commencer. C'est un livre qui en fait 300, à mon avis ça se lit vite parce que je suis déjà à une centaine de pages. Et pour l'instant j'aime beaucoup. On se retrouve dans les années 1900, on est à Paris, époque de l'exposition universelle. D'ailleurs elle est en train d'être mise en place. Et ici la petite surprise, ce qui change c'est qu'en fait on est dans un monde où à Paris, eh bien, il y a les êtres humains, comme nous, mais il y a aussi les créatures magiques, donc les fées ou les maléfiques, bref, tout ce qui est communauté surnaturelle cohabite avec la communauté humaine. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant. Et ici, dans cette exposition universelle qui se prépare, on met tout au point, on veut que tout soit carré, que tout soit nickel. Le souci, c'est qu'il y a eu un meurtre extrêmement sanglant. Et évidemment, on va suivre la police avec le personnage de l'inspecteur qui s'appelle Oscar ? Non. Octave, j'étais pas loin, qui s'appelle Octave et qui est chargé de mener cette enquête au plus vite parce que ça fait légèrement désordre. On soupçonne les créatures surnaturelles d'avoir fait le crime, donc c'est assez tendu parce que cette cohabitation en fait elle n'est pas complètement harmonieuse, il y a quand même des petites tensions de part et d'autre, donc il faut régler la situation assez vite, attraper le coupable assez vite pour pas que ça fasse désordre une fois que l'expo aura ouvert ses portes. Donc je trouve que l'idée est super originale, j'aime bien la plume, on est transporté, moi je suis à fond dans cette ambiance Paris à cette époque avec
des dirigeables, avec la tour Eiffel, avec les rues un petit peu glauques. On est autour du Moulin Rouge et des spectacles du Moulin Rouge. Il y a tout ce qui est sous-marin, submersible. Je suis bien en fait dans cette ambiance de Paris à cette époque. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et je suis assez intriguée par cette enquête que mène Oscar. Donc je vais continuer et je vous en dirai plus la semaine prochaine. Autre lecture en cours, c'est celui-ci, L'ami imaginaire, qui est une belle brique. C'est écrit par Stephen Chbosky. On est aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu 300 pages. 300 pages sur un livre qui en fait 980. Donc il est assez épais. Je suis du coup plus ou moins 30% et franchement c'est très bien pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est super addictif. C'est un roman qui fait un petit peu peur. On est dans un roman plutôt sombre, hein, même carrément sombre, où il y a la présence du surnaturel, il y a l'angoisse, il y a de l'horreur. C'est vraiment très très bien fait. Pour l'instant en tout cas, j'aime beaucoup. Et au niveau de l'histoire, en fait, on suit un petit garçon, une mère et son fils qui se cachent parce que le compagnon de cette femme est violent. Et du coup, elle est partie avec son enfant, son fils, ils ont pris la route et ils se sont installés dans une autre ville pour justement rester cachés et ne plus avoir de contact avec cet ancien compagnon. Donc ils vont trouver refuge dans une petite ville, hein, un petit village qui s'appelle Millgrove en Pennsylvanie. Et ça se passe plus ou moins bien, sauf que cette maman, évidemment, elle n'a pas beaucoup de ressources, elle doit trouver un travail, donc au niveau financier, c'est compliqué. Son petit garçon, il a des problèmes de dyslexie, on dirait. En tout cas, il a beaucoup de problèmes au niveau de la lecture et au niveau maths. Donc, c'est un élève assez médiocre, mais elle est à fond derrière lui, elle l'encourage et tout. Elle l'aide un maximum. Donc, leur vie dans cette nouvelle ville commence. Et un jour, son fils va disparaître. Elle va aller à l'école pour le rechercher en fin de journée. Elle est un petit peu en retard et quand elle arrive, son fils n'est pas là. Parce qu'il est parti, il a suivi quelque chose, je ne vais pas vous dire quoi. Et du coup, personne ne le retrouve et il est disparu pendant 6 jours. Et le 6e jour, tout à fait par hasard, on va le retrouver sortant d'un bois. Et apparemment, il ne se rappelle pas ce qui s'est passé, il n'a pas beaucoup de souvenirs. Et chose étrange, c'est que quand il revient, il a des aptitudes nouvelles, donc il arrive à lire, il est super doué en maths, etc. Donc voilà, il s'est passé clairement des choses bizarres dans ce bois. Et le shérif du village, qui est tout seul, c'est le seul shérif du village, essaye d'un petit peu enquêter pour savoir ce qui se passe. Je m'arrête là pour l'histoire, mais franchement c'est extrêmement intriguant. Il y a un aspect surnaturel, donc si vous n'aimez pas ça, ne vous plongez pas là-dedans. Moi j'apprécie vraiment beaucoup cette ambiance et c'est vrai que ça fait par moments un petit peu, c'est pas que ça fait peur, mais disons qu'on n'est pas à l'aise parce que moi il y a certains moments où c'était en fin de journée et je voulais, juste avant d'aller dormir, moi je lis toujours quelques pages avant de me coucher. Et là, c'est vrai que je ne me suis pas dirigée vers ce livre-là. J'en ai pris une autre de mes lectures en cours pour justement pas me retrouver dans cet univers, dans cette ambiance un petit peu flippante juste avant d'aller dormir parce que ça s'exprime assez bien. C'est très bien fait, c'est tendu, c'est vraiment bien. Franchement, je suis assez emballée par ces 300 premières pages et je vais vraiment poursuivre plutôt en journée ou en début de soirée. Mais en tout cas, je poursuivrai. Je ne sais pas si je l'aurai fini la semaine prochaine parce que il me reste encore plus de 600 pages à lire quand même. Du coup, je verrai bien, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Et j'ai également entamé celui-ci qui est le tome 2 donc, des détectives du Yorkshire. C'est ici Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman et on est ici aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire.
J'aime beaucoup ces couvertures, je les trouve super originales. C'est seulement le tome 2, enfin j'avais lu le premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé et le tome 2 était dans ma palle depuis un moment et là je me suis lancée, je me suis dit que ça faisait assez longtemps que j'avais attendu et que j'avais envie de poursuivre cette petite saga de Cozy Mystery. J'ai vraiment pas beaucoup lu hein, parce que celui-ci je suis à la page 32, chapitre 3. Donc j'ai vraiment... je me suis vraiment relancée dedans. Je ne sais même pas quelle est l'intrigue, l'enquête qui va être le sujet principal de ce livre parce que bon, c'est noté ici à l'arrière si vous voulez. Je vous laisse lire, mais moi, je n'ai pas lu l'arrière pour ne pas justement savoir déjà tout à l'avance. Je préfère avoir la découverte à la lecture. Donc bien évidemment, je vais le continuer, le poursuivre, mais j'ai très hâte. J'ai très hâte. Et dernière chose que je compte commencer, parce que je ne l'ai pas encore commencé, c'est un de mes derniers achats, c'est celui-ci. Tombe oubliée, une enquête de Nora Kelly de Preston et Child. On est aux éditions J'ai lu, c'est un groupe d'auteurs dont j'entends énormément parler depuis longtemps, depuis des années. À chaque fois, ça revient sur le tapis en me disant « Ouais, franchement, il faut lire ça, c'est vraiment bien. » Et moi, à chaque fois, je me fais « Oui, oui, oui. » Et j'ai jamais franchi le cap. Donc ici, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait celui-ci de disponible. Je sais qu'il y a les enquêtes d'un inspecteur qui s'appelle Pendergast, hein, si je me souviens bien, où là, il y en a déjà beaucoup de sorties. Mais ici, du coup, je pense que c'est une des premières enquêtes de Nora Kelly, comme ça, je pense, hein, me semble-t-il. Je me suis dit que c'était pas mal peut-être de commencer avec celui-ci, comme ça j'étais pas trop perdue. Au niveau de l'histoire, ben, on suit une archéologue. Au niveau de l'histoire, ça tourne autour de l'archéologie, donc ça va d'office me plaire. Je lis en diagonale ici à l'arrière. Il y aura un agent du FBI, il y aura des fouilles en cours, un lien avec des exactions commises de nos jours. Oui, c'est le premier volet de cette nouvelle série. Voilà, donc je suis contente. Je suis assez contente. Je vais démarrer avec celui-ci. Là, j'ai même pas encore commencé. J'ai juste mis mon marque-page dedans. Et puis voilà. Mais je vais le commencer très, très vite, évidemment. Et je vous en dirai quoi la semaine prochaine si je l'ai terminé. Voilà, on a fait le tour. Je commence à avoir la voix qui s'enroue un petit peu. J'ai pas l'habitude de parler beaucoup. Donc... Voilà, donc je vais vous laisser là et laisser ma voix reprendre des forces et continuer mes petites lectures. Je ne sais pas laquelle je vais continuer, je verrai bien. Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end, que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous connaissez certains livres, ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous font envie. N'hésitez surtout pas. Et sinon, je vous dis à très bientôt.